Nassim, est-ce que tu peux partager avec nous 3 conseils sous-considérés pour développer l'hypertrophie? D'abord un conseil purement musculation, technique, un conseil alimentation, puis un conseil, mindset, état d'esprit. D'abord un conseil muscu, s'il te plaît. Ouais, est-ce que tu me permets de, tu vois, déjouer un petit peu les règles du jeu? Et sur le conseil muscu, j'aimerais préfacer par un conseil bonus. Normalement, le bonus, c'est à la fin. Ouais. Là, je vais le mettre au début. Personnellement, ce qui a changé beaucoup de choses et ce que je me suis efforcé de faire comprendre aux personnes que je coachais, c'est que pour progresser en musculation, en tout cas quand l'objectif c'est l'hypertrophie, connaître le rôle de chacun des groupes musculaires, des muscles ou des groupes musculaires, bah, c'était déterminant non seulement pour pouvoir améliorer sa technique, mais en plus adapter chacun des exercices à sa propre morphologie, à son propre niveau. Tu sais, en musculation, on a tendance à être très attaché à certains exercices stars, le Mmh. développé couché, le squat, Bien etc. sûr. Et beaucoup de pratiquants, et moi j'en faisais partie quand j'ai commencé la muscu, les effectuent, même si ce n'est pas forcément les mouvements qui vont provoquer les meilleurs résultats en fonction de ton niveau, ta morphologie, etc. Ou en tout cas, il aurait fallu y apporter quelques petites modifications pour qu'il soit parfaitement efficace. Et le fait de connaître les insertions musculaires, les actions musculaires, la trajectoire des fibres musculaires, pour moi, c'est un game changer. Et ça permettra à n'importe quel pratiquant d'effectuer les exercices en toute connaissance de cause et pas faire un développé couché parce que ça travaille les pecs, mais faire un développé couché parce qu'on a une adduction, etc. et que grand pectoral, cette partie-là va être plus travaillée que la partie claviculaire. Pour moi, c'est un game changer. Les gens vont dire, on n'est pas des coachs pour apprendre les insertions, etc. Mais en réalité, ça prend combien de temps d'apprendre les insertions des groupes musculaires principaux? Quelques heures maximum. On ne te demande pas d'apprendre les insertions du piriforme, on te demande juste d'apprendre celles du grand dorsal, du grand pectoral, etc. Et je pense que c'est un game changer total. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si jamais vous êtes passionné par la musculation et vous avez envie d'atteindre le meilleur niveau possible, le plus vite possible, prenez un bouquin d'anatomie, consacrez quelques heures à l'apprentissage des insertions et des actions des principaux groupes musculaires, ceux qui nous intéressent le plus en muscu. Et puis là, c'est plié. C'est du temps que vous allez investir dans vos connaissances et que vous allez pouvoir utiliser pendant virtuellement toute votre vie de pratiquant de musculation. Premier conseil bonus qui devait venir à la fin, mais qui vient au début. Vous êtes un pratiquant de musculation, bossez la natte. Moi, les 2 bouquins que je conseille pour la natte, c'est le bouquin de Blandine Calais-Germain, Mhm. Anatomie pour le mouvement, et le bouquin de Fred Delavier, Guide des mouvements de muscu. T'en as d'autres, toi? Tu as la même Bah, liste que moi? en fait, moi, j'ai eu la chance d'apprendre l'anatomie en fac d'art plastique. Ah ouais, Donc, ça n'a rien à voir avec la muscu. Mais je ne sais pas si tu vois, il y a un grand bouquin d'anatomie qui est face à nous dans la bibliothèque, là-bas, le grand ouais, bouquin rouge. Bah, tu vois, j'ai appris ça dessus. Donc, d'accord. disons que j'avais un peu moins besoin des bouquins de Lavier, même si forcément je les ai eus et que tout le monde nous les a recommandés à juste titre. Mais j'ai eu la chance d'apprendre l'anatomie un petit peu avant. C'est peut-être pour ça que, du coup, ma technique d'exécution, elle était assez bonne dès mes premières années de muscu. Alors, bien sûr, il y avait plein de choses à corriger, hein, mais j'imagine que j'avais déjà cette conscience du mouvement, probablement grâce à l'apprentissage que j'ai eu de l'anatomie en art plastique. Parce que du vent, tu sais, on apprenait Sur modèle vivant? on faisait du dessin sur modèle vivant, mais on avait aussi des cours d'anatomie où littéralement on dessinait chaque groupe musculaire sur différentes positions pour étudier un petit peu comment Ah il se ouais. déformait, etc. Ouais, pour apprendre, ça doit être un autre délire C'est complètement un que autre lire délire. d'une manière passive. Ouais, mais tu vois, de la vie aussi, c'est un artiste. Ah bah oui, oui. Donc, de ce point de vue-là, peut-être que lui aussi a appris l'anatomie via ses cours d'art appliqué et pas forcément dans un environnement sportif. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Apprenez l'anatomie D'une façon ou d'une autre. d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans un livre, sur Internet, sur des formations, ça fera le taf. J'estimerais que entre 4 et 5 heures, ça devrait suffire pour apprendre les groupes musculaires principaux. Et là, c'est plus Ça servira toute la carrière. toute la carrière de pratiquant. Alors, premier conseil, maintenant que la préface est donnée, premier conseil muscu, technique. Alors, je Qu'est-ce vais- qu'on oublie? qu'est-ce qu'on oublie? Ouais. Je vais, Qu'est-ce qu'on sous-cote? je vais encore m'attirer les foudres, probablement. Mais tu vois, c'est mon avis. Disclaimer, c'est mon avis Ah de bah oui. coach. Et c'est aussi un avis que j'ai qui est basé sur littéralement les centaines, voire même les milliers de personnes que j'ai pu suivre en coaching. Pour moi, la technique d'exécution est reine et la plupart des pratiquants, et quand je dis la plupart, en fait, c'est virtuellement l'ensemble des pratiquants, pour moi, s'entraînent trop lourd et n'envisagent pas assez sérieusement l'importance de la technique d'exécution. Alors certes, moi je suis un peu un psychopathe de la technique. Et j'ai aussi une éducation très bodybuilding hypertrophie. Dans le sens où, pour moi, quand on fait de la musculation, dans un but d'hypertrophie, on va chercher à
isoler de manière chirurgicale le groupe musculaire qu'on a envie de travailler. Et sur un développé couché, on ne veut pas travailler le deltoïde antérieur ou les triceps. On veut travailler uniquement le grand pectoral. Alors, je sais très bien que uniquement, c'est pas possible, étant donné que c'est un mouvement polyarticulaire. Ceci dit, je suis persuadé qu'avec une bonne technique d'exécution, ou même en allant plus loin, une technique d'exécution parfaite, même si la perfection n'existe pas, on peut être amené à effectuer l'exercice majoritairement avec le grand pectoral. Et c'est valable pour tous les autres exercices. Pour moi, un squat, il doit avoir un focus particulier. Soit tu fais ton squat focus quadriceps, soit tu fais ton squat focus fessier. Et à partir de là, ta technique d'exécution va changer. Et si jamais tu la maîtrises de manière parfaite, tu vas pouvoir virtuellement n'utiliser que les quadriceps ou les fessiers. Je dis virtuellement parce qu'encore une fois, on sait que ce n'est pas forcément possible. Alors justement, si on pousse ton raisonnement un petit peu plus loin, ça pourrait vouloir dire que finalement, autant se focaliser sur du monoarticulaire. Alors, oui et non. C'est vrai que si on suit ce raisonnement, Ouais. ça pourrait être cohérent. Sauf que le monoarticulaire, on peut être limité de par forcément les bras de levier qui deviennent très grands. Et on peut être limité articulairement ou musculairement. Je te prends un petit exemple. Des écartés couchés, c'est le mouvement monoarticulaire pour les pectoraux, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au développé couché. Mais étant donné que le bras de levier est très très grand, eh bien forcément les contraintes, probablement les contraintes au niveau du coude peuvent apparaître. Et puis on a les fléchisseurs du coude qui peuvent intervenir aussi. Ce qui fait qu'au final, même si c'est un mouvement monoarticulaire, on peut avoir d'autres groupes musculaires qui interviennent. Donc pour moi, le polyarticulaire a toute sa place, mais c'est aussi pour ça qu'on entend souvent dire que le monoarticulaire, ça ne doit pas être envisagé comme des mouvements annexes, des finishers, comme on entend dire parfois. Pour moi, c'est des mouvements à part entière sur lesquels on devrait progresser de la même façon que sur du polyarticulaire et qu'on devrait les envisager avec le même sérieux. Quand tu écris un plan d'entraînement, donc objectif hypertrophie, on ne parle pas de prépa physique aujourd'hui, c'est quoi le ratio polyarticulaire mono? Est-ce que tu en as un? Non, parce que ça dépend des pratiquants. Ça dépend des groupes musculaires aussi, parce qu'il y en a certains où le monoarticulaire, on y est obligé, genre les ischios. On ne fait pas beaucoup de polyarticulaire sur les ischios en hypertrophie. Et je considère que le soulevé de terre jambe tendue, c'est monoarticulaire, puisque théoriquement, il n'y a que l'articulation de la hanche qui est mobilisée. Donc, il y a des groupes musculaires où on n'a pas le choix. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas forcément de ratio particulier. D'accord. Et attention, je fais bien la distinction avec la prépa physique, qui est très différente, où l'approche est limite complètement inverse. Où on ne va pas chercher forcément à isoler un groupe musculaire, parce que niveau performance, c'est la pire chose à faire. Parce qu'on n'a pas cette synergie et ce recrutement intermusculaire qui nous permet de mieux performer sur certaines tâches. Tu sais, moi, personnellement, en prépa physique, c'est 70-30. 70 poly, mais 30 mono. Parce que je ne sous-considère pas l'importance des monoarticulaires. À un moment donné, une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Si tu as les ischios complètement à la ramasse, ça va être compliqué de les choper et de les remettre à un niveau correct si tu ne passes pas par du monoarticulaire. Donc, moi, même en prépa physique sportive, je ne sous-considère pas les monoarticulaires. Sur 10 exercices, je n'ai pas de problème à en mettre environ 3 analytiques. Il faut bien les choper, les muscles qui sont à la ramasse. Après, est-ce que tu considères qu'il y a certains prépas physiques qui sous-estiment l'importance du monoarticulaire? J'ai l'impression que c'est quand même très hypertrophie et très bodybuilding. Des coachs qui sous-estiment l'importance de ces mouvements-là et qui veulent avoir une approche un peu plus fonctionnelle, tu vois, fonctionnelle de quoi, fonctionnelle de quoi, en utilisant une majorité, voire même une totalité d'exercices polyarticulaires. Ouais, mais je pense que effectivement, ça dépend des modes, des tendances et puis des périodes. Mais de ce que j'ai vu dans ma carrière, j'ai bien sûr vu des prépas physiques qui utilisaient beaucoup de polyarticulaires, mais aucun ne m'a dit les monoarticulaires, c'est interdit. Parce que dès que tu connectes 2 neurones, tu te rends compte que tu vas en avoir besoin, quoi. Et puis le corps humain, tiens, si je dois… Allô, ah tiens, j'ai une flexion du coude. Dis l'articulation là. Comment je fais, tu vois? Donc, de là à en mettre une majorité, ce n'est pas le cas non plus. Bien sûr. De toute façon, les exercices, qu'ils soient monoarticulaires ou polyarticulaires, c'est des outils pour atteindre un objectif. On utilise ces outils dans un cas de figure bien précis. Tout ça pour en revenir à cette importance de l'exécution. Je sais aussi que c'est très personnel parce que c'est aussi un rapport avec mon caractère. D'ailleurs, j'en parlais avec d'autres coachs qui, eux, ont ce besoin, tu vois, pas de dégrader la technique, mais d'avoir une volonté plus rentre-dedans, plus explosive, moins chirurgicale. Alors que personnellement, c'est mon goût personnel, mais je remarque aussi que ça marche très bien sur toutes les personnes à qui je l'ai recommandé. L'excellence de la technique amène souvent l'excellence de résultat. Ça, c'était le principe 1. Je crois me rappeler d'une discussion avec un ami qu'on a en commun, Rudy,
Rudy Koya, s'il est là, il a intérêt à nous mettre un petit commentaire, hein, minimum. Là, il n'est pas content, Rudy Koya, quand je dis ça. C'est vrai? On en a Mais parlé. je sais bien, ouais, c'est pour ça. Et je crois me rappeler, tu me diras, Rudy, si je me trompe. En tout cas, c'était intelligent, même si ce n'est pas toi qui l'as dit. Tu as dit une fois, trop strict, c'est pas si bien. Et je crois que l'argument, c'était, pourquoi? Parce que quand on est modérément pas strict, bah, attention, hein, personne ne dit qu'il faut faire des cochonneries, mais quand on a une certaine part de tricher, sur l'excentrique, tu peux mettre un petit peu plus de tension, tu vois. Sur un curl où tu as l'excentrique, où tu zoomes sur l'excentrique et le concentrique est alors compliqué, bah, tu mets un petit coup. Donc tu profites d'un excentrique accentué grâce à une petite triche sur le concentrique. J'ai trouvé ça intelligent comme raisonnement, mais difficile à mettre en application pour le commun des mortels qui va transformer son biceps curl en un gros truc dégueulasse. En extension. Donc, extension moi, de je hanche. participe complètement de ton opinion. Il faut être des psychopathes de la technique, mais il faut entendre aussi des contre-arguments, je trouve, qui ne sont pas déconnants. Bien sûr, et de toute façon, j'ai jamais empêché qui que ce soit de s'entraîner comme il veut. Hein. Non, Et mais Rudy ça- Koya, il a bien eu les résultats qu'il avait Non, non, avec mais- sa manière de s'entraîner. Hein. Mais, comme tu dis, c'est difficile de transmettre Ouais. ces petites libertés qu'on prendrait avec Ouais. l'exécution sur le grand public. C'est ça. Et en tant que coach, forcément, on a aussi, comment dire, j'ai aussi une responsabilité de me dire comment mes conseils vont être perçus. Et dans ce sens-là, je préfère conseiller exécution parfaite, pas de tricherie. Et puis, on se rend bien compte en fait qu'en prenant de l'expérience, après 4, 5, 6, 7 ans de musculation, on identifie bien ce qui peut marcher pour nous. Et parfois, on peut prendre quelques libertés sur certains exercices. Je ne vais pas mentir, moi aussi, ça m'arrive. Même si sur 90%, la technique est toujours irréprochable, il n'est pas impossible que sur des élévations latérales, tu vois, je vais mettre un petit à-coup. Mais c'est quelque chose que je ne conseille pas tant qu'on n'a pas la connaissance, la propre connaissance de son corps nécessaire pour ça. Deuxième conseil, qu'est-ce qu'on sous-considère niveau alimentation quand on parle de prise de masse? Alors, sous-considère, j'utiliserai plutôt un autre terme, je vais dire qu'est-ce qui est surcoté dans la diététique. Pour moi, c'est le surplus calorique. Alors, pareil, ça aussi, probablement que certains ne seront pas d'accord, mais pendant la majorité de ma pratique de la musculation, j'en fais depuis 18 ans, et je pense que pendant presque une bonne dizaine d'années, j'étais persuadé que le surplus calorique en lui-même allait pouvoir me faire prendre du muscle. Sans parler de l'intensité de l'entraînement, de la cohérence de sa préparation, de sa programmation, sans parler de la quantité de protéines, j'étais persuadé que le surplus en lui-même allait être générateur de masse musculaire. Alors que le surplus calorique, ça peut être il peut être annexe à la prise de muscle, mais ce n'est pas le surplus calorique qui va provoquer la prise de muscle. Ce qui va provoquer la prise de muscle, c'est un entraînement assez intensif, donc c'est un stress assez important pour déclencher les signaux d'hypertrophie. Et en plus de ça, c'est une balance azotée positive, donc une quantité de protéines qui est suffisante. Mais ce n'est pas le surplus calorique en lui-même. C'est pour ça qu'on peut prendre du muscle en déficit calorique, même si ça dépend de l'expérience du pratiquant. Et c'est pour ça qu'on peut prendre du muscle en maintien calorique. Et si j'avais su cette chose-là, ça m'aurait empêché de prendre beaucoup de gras sur mes premières années de musculation. Toi, tu as vu des cas de figure de gens qui prennent de la masse musculaire en déficit calorique? Ah mais j'en vois tous les jours. Ah ouais? Littéralement tous les jours. Dans cette salle de sport d'ailleurs, parce qu'on fait du coaching personnalisé, là où on est aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit littéralement toutes les Mais semaines. des débutants? Alors, des débutants un peu plus expérimentés, mais tu sais, j'ai ma théorie sur la question. Si les plus expérimentés n'arrivent pas à prendre du muscle en déficit calorique, c'est pas à cause du déficit calorique, c'est juste que la prise de muscle en général, elle est plus difficile quand on a gagné en expérience, qu'on soit en surplus ou en déficit calorique. Alors attention, je ne suis pas en train de taper sur le surplus calorique. Je dis juste que le surplus calorique en lui-même, ce n'est pas ça qui va amener la prise de muscle. Alors bien sûr, ça peut soutenir des efforts intenses. Ça peut soutenir une bonne récupération. Mais ce n'est pas ça qui va faire prendre du muscle. Intéressant. Est-ce qu'on peut parler maintenant du conseil que tu voudrais donner sur l'état d'esprit, le mindset à avoir quand on cherche à prendre du muscle? Oui, là j'ai plein de choses à dire. Ah, il n'y a pas de problème. Là, il y a 10 minutes, là, on discute pendant 10 minutes. Alors, c'est quelque chose qui s'applique aussi bien pour moi qu'encore une fois sur les personnes que j'ai coachées. Parce qu'en tant que coach, maintenant, ça fait 13 ans que je fais ce métier. Ça fait un petit moment, j'ai vu des gens passer et on arrive à identifier un peu des trends, enfin Des tendances. des tendances, c'est fou. C'est fou d'utiliser. Tu vois, toi et moi, on est trop vieux pour parler anglais n'importe comment.
Mais tu vois, moi j'ai dit mindset et état d'esprit. Je traduis Ouais, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. je- Comme épaulé et clean, oui, tu c'est vois. ça. On est trop vieux. Vas-y alors, tendance. Je baigne dans C'est les ça. réseaux sociaux, je vois des trends tous les jours, bon bref, des tendances. Je remarque que plus on se pose des questions sur le processus et plus on trouve des excuses pour ne pas adhérer à ce processus-là. Les pratiquants qui pour moi progressent le plus, et personnellement, là, les périodes où j'ai progressé le plus, c'est là où je ne me posais pas de questions. Je m'explique. Lorsqu'on fait une programmation d'entraînement, on essaye d'anticiper tout ce qui est anticipable. Le choix des exercices, le volume d'entraînement, RPE, RIR, etc. On essaye de prendre soin à construire une programmation cohérente. On le fait sur 8 semaines, 10 semaines, 12 semaines, 14 semaines, etc. Une fois qu'elle est faite, normalement, on a pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'elle fonctionne. Et je suis d'avis, lorsqu'on a construit une programmation cohérente, de la faire du début à la fin sans se poser aucune question. On a dû normalement anticiper tout ce qu'on a pu anticiper. Ça ne sert à rien à mi-parcours de se dire est-ce que c'était une bonne idée de faire ça. Pas de crise d'angoisse au milieu du cycle. Pas de crise d'angoisse. Parce que ça sert à quoi de toute façon? Normalement, une bonne programmation d'entraînement pour mesurer ses progrès. Si par exemple le but c'est l'hypertrophie, c'est de prendre de la masse musculaire, on commence le 1er janvier, on prend ses mensurations, son poids, on se dit dans 4 mois, je veux prendre tant de centimètres de tour de biceps, tant de centimètres de tour de poitrine, je veux pas que mon tour de taille augmente, je veux m'améliorer en performance sur mon squat, sur mon développé couché. Donc quand on s'est construit une programmation de 14 semaines, on ne fait pas le bilan avant la fin de ces 14 semaines. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est bombardé par de nouvelles méthodes d'entraînement, etc., jour après jour sur les réseaux sociaux et ailleurs, on est tenté de vouloir changer. On est tenté de se dire, attends, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ce serait pas mieux d'essayer cette méthode que cette personne conseille sur ses réseaux ou sur sa vidéo YouTube ou je ne sais quoi? Alors que c'est pas la bonne, c'est pas la bonne, c'est pas le bon fonctionnement. Il faut à tout prix faire la programmation du début à la fin et d'en tirer les enseignements à la fin. À la fin des 14 semaines, peut-être que tu n'as pas pris autant de tours de biceps que tu voulais. Peut-être que ton tour de taille a augmenté un petit peu. Peut-être que tu n'as pas pris autant de force sur ton développé couché. Et bien sur ta prochaine programmation, tu vas faire les changements nécessaires pour justement faire en sorte que tu puisses progresser comme tu le voulais sur ces variables-là. Mais pas avant. Et le souci, c'est que lorsqu'on se remet en question avant, on se laisse avoir par cette anxiété, et ben du coup, on n'a jamais le temps de progresser parce qu'on change toutes les 2-3 semaines et ce n'est pas une période assez longue pour provoquer des adaptations significatives. Donc faire confiance au processus, ne pas se poser de questions pendant sa programmation, on se les pose soit avant, soit après, c'est encore le meilleur conseil que j'ai à donner pour beaucoup de pratiquants. Et c'est dur, c'est très très dur, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on imagine parce que pardon, la remise en question, elle arrive presque tous les jours. Et aujourd'hui, elle arrive encore plus à cause de la popularisation de la musculation, ce qui est une très bonne chose. Mais quand on voit son voisin qui fait une méthode d'entraînement qui a l'air de fonctionner sur lui, et que nous, on est pile dans le creux de la vague de sa programmation d'entraînement, on se dit, attends, est-ce que je ferais pas mieux de tout abandonner et de reprendre ce que mon voisin fait, parce que ça a l'air de fonctionner sur lui. Moralité, arrêtez de faire les girouettes. C'est ça. Arrêtez de faire les girouettes. C'est une très bonne expression à laquelle je suis sensible. Arrêtez de faire les girouettes. Et c'est dur. Je peux dire que même moi, parfois, j'en suis coupable. Et que je me dis, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Alors que je suis coach, hein, c'est mon métier. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je ne ferais pas mieux d'essayer ça? Mais du coup, ça demande un effort de se dire, non, je fais confiance au processus. Et si c'est pas bien, c'est pas grave, c'est pas bien. J'aurais perdu 14 semaines et je les aurais même pas perdues parce que j'aurais pu identifier ce qui ne marche peut-être pas sur moi. Il t'a pris la folie de faire du marathon. Tu arrives à suivre ton plan justement sans faire la girouette? Ou vu que c'est nouveau, tu fais le débutant et tu changes de plan sur l'aérobie? Ouais. Ah non, je suis Pareil, tu arrives. je suis pareil, encore plus sur ça. Ouais. Parce que maintenant, j'ai le recul nécessaire pour me dire qu'il y a des gens qui s'y connaissent bien mieux que moi sur l'aérobie. Je leur fais confiance. Je leur laisse ma confiance de la même façon que j'aimerais qu'on me fasse confiance pour l'hypertrophie. Tu y arrives. J'y arrive quand c'est des personnes qui ont aussi la même expertise, qui ont la même expérience. Tu me dis de faire ça, je le fais. J'ai pas envie de le faire, je le fais. J'ai l'impression que ce sera pas bien, je le fais quand même parce que je te fais confiance. Et je te demanderai des comptes à la fin, par contre, tu vois. C'est légitime. Voilà, tout simplement. On emmerde son coach avant de commencer, Voilà. après, pendant pour les réajustements légitimes, Évidemment. mais pas au milieu. Voilà, pas de remise en question, pas d'anxiété. On fait confiance au processus. Bon. Tu as un autre conseil mindset ou on a fait le tour?
On a fait le tour. Je pense qu'on va éviter les choses bateaux de croire en soi, etc. Je pense que, Ouais, ouais, c'est vrai. je pense que Il y en a marre, ça. ouais, ça, y en a Il y en a marre. On marre. l'entend souvent, même si c'est tout à fait vrai. Ouais. On l'entend assez souvent. Je pense que ne pas faire la girouette, ça reste un bon conseil mindset. Et je pense qu'il est même applicable sur beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous, Nassim. Avec plaisir. Normalement, je demande à mes invités où est-ce qu'on peut les suivre, mais toi, si on ne sait pas où te suivre, j'ai envie de te dire, à moins d'un sommeil cryogénique de 20 ans, On peut, normalement, on sait où te suivre. Mais vas-y, dis-nous où est-ce qu'on peut te suivre. on peut toujours taper Nassim sur YouTube. Il y a peu de chances qu'on Normalement, tombe sur la autre chose. première vidéo devrait être une vidéo de musculation Est-ce faite qu'il y a une faite différence par entre ce Nassim. que tu produis sur Instagram et sur YouTube? J'imagine que oui, mais Oui, alors YouTube, c'est vraiment le réseau sur lequel je mets le plus d'énergie parce que je poste presque toutes les semaines avec des formats longs, tu vois, où on peut rentrer vraiment en profondeur sur certains sujets. Instagram, je dirais pas que c'est du divertissement, mais c'est des petits nuggets, tu vois, qu'on peut choper jour après jour. Mais pour le gros du truc, c'est YouTube, 100%. merci beaucoup, Nassim, pour Avec ton plaisir, temps. Olivier.